Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais je vais commencer cette vidéo de manière assez exceptionnelle pour ne pas oublier, parce que c'est une question très importante. Une réponse à une question qui m'a été posée par Eric dans le cadre du cercle privé. Et c'est tellement important que j'ai décidé d'en faire une vidéo commune, parce que si cela perturbe un follower, ça doit en perturber d'autres. Et la question est la suivante, ça va se substituer au backtest du jour parce que c'est encore plus important. Que faut-il faire lorsque l'on a des backtests, des tests, des stratégies qui arrivent de manière simultanée avec des directions opposées? Je dis n'importe quoi. Imaginons qu'actuellement, vous avez un signal baissier qui arrive sur le vortex et un signal haussier qui arrive sur le MACD. Okay. Alors, je vais essayer d'être assez méthodique, mais globalement, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Première solution, lorsque vous avez deux signaux qui arrivent et qui donnent des objectifs opposés, un à la hausse et l'autre à la baisse, je pense que la première des solutions, c'est donner la priorité au signal qui arrive sur l'unité la plus longue. Clairement, si le signal baissier est sur les données hebdomadaires et que le signal haussier est sur les données journalières, étant donné que c'est pas la queue qui remue le chien, normalement, il devrait y avoir un alignement dans le sens des unités les plus importantes, à savoir les unités longues. Donc, première des choses à faire, vous pouvez donc éluder les unités qui arrivent sur l'unité plus courte. Deuxième chose à faire, vous pouvez éventuellement essayer d'articuler une stratégie. Par exemple, si vous savez que le signal baissier hebdomadaire s'intègre avec un signal haussier journalier, vous pouvez vous dire, bon, dans ce cas, je vais attendre que le signal journalier produise ses effets, clairement que ça monte, et je n'en aurai qu'un point d'entrée encore plus intéressant pour le signal baissier en données hebdomadaires. Vous pouvez également l'utiliser pour fractionner, c'est-à-dire je rentre un petit peu maintenant, mais étant donné que le signal journalier me dit que ça risque de monter, je me garde une poire pour la soif pour entrer un deuxième demi-risque lorsque le journal haussier éventuel aura joué, et ça me permettra de réduire mon point d'entrée, le coût de mon point d'entrée. Je rentre mieux, je rentre plus haut, et c'est bien puisque c'est un trade baissier hebdomadaire. Troisième chose, si vous avez des signaux qui se développent sur la même unité de temps, vous avez également une solution qui est de prendre celui qui a le taux de réussite le plus élevé. Par exemple, si vous avez un signal baissier vortex et un signal haussier MACD, tout ça sur les données journalières, vous pouvez prendre celui qui donne les meilleurs résultats. Okay. Vous pouvez prendre également celui qui va dans le sens de l'unité de temps supérieure. Si par exemple on n'a pas de signal sur les données hebdomadaires mais que la tendance est baissière, vous pouvez de la même manière privilégier le signal baissier qui aurait lieu sur les données journalières. Et enfin, dernière chose, si vous n'avez rien de tout ça ou si vous ne voulez pas vous embarrasser avec tout ça, vous avez la possibilité suivante, c'est de simplement comprendre ce que veulent dire les tests et les probabilités. Lorsque vous avez un signal haussier qui fonctionne dans 65% des cas, c'est-à-dire 2 fois sur 3, ça veut dire qu'il va échouer 1 fois sur 3. Ça veut dire simplement que parmi les cas où ça n'a pas fonctionné, 1 fois sur 3, ça veut simplement dire qu'au même moment, vous aviez un signal qui a été donné dans l'autre sens et qui a contrecarré les effets théoriques de votre backtest. Ou encore, si vous préférez, c'est pour ça qu'il faut tester une stratégie sur 100, 200, 300 occurrences et surtout dans toutes les conditions de marché pour lisser l'effet global. Okay. Par exemple, quand vous jetez un caillou le plus loin possible, parfois ça sera 8 mètres, parfois ça sera 10 mètres, parfois ça sera 30 mètres, parce que parfois vous aurez du vent de face, parfois vous aurez un oiseau qui sera passé, qui aura freiné le caillou avec sa tête, bref. Et lorsque vous arrivez à une moyenne de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 14 mètres, ça veut simplement dire que si on prend en compte tous les vents contraires, tous les vents porteurs, toutes les conditions de marché, c'est ce que vous devriez avoir. Donc ça veut dire ne pas penser à ce qui pourrait se passer avec un backtest qui irait dans l'autre sens, et simplement se dire que voilà, si j'applique cette stratégie systématiquement pendant 100 occurrences, à long terme je m'enrichirai parce que je sais que à long terme sur 100 occurrences entre les vents contraires, les vortex, les backtests qui vont dans le mauvais sens, etc., j'aurai une chance de m'enrichir parce que statistiquement, historiquement, ça fonctionne. Donc ça veut dire ça également faire un test sur longue période. Ça veut dire ça backtester sur 100-200 occurrences. Ça veut dire ramasser et lisser
toutes les situations qui pourraient aller en faveur ou contre votre test, de telle manière à avoir un résultat global qui, si votre expérience, si votre trade est répété suffisamment souvent, eh bien vous allez avoir normalement plus de chances de vous enrichir sur le long terme que de ne pas le faire. Je sais que c'est compliqué si vous débutez, mais la question qui a été posée est tellement importante qu'il me semblait important à moi aussi de l'évoquer de manière, on va dire, générale. Donc j'espère vraiment que vous avez compris, parce que si vous n'avez pas compris ça, c'est en fait que vous n'avez pas véritablement compris la portée du backtest et pourquoi il est important de backtester. Parce que de la même manière, on me demande souvent pourquoi est-ce qu'il faut tester au moins 100, 200, pas par fétichisme des chiffres ronds, c'est parce qu'il faut essayer d'avoir confronter le test à toutes les conditions de marché, en marché haussier, en marché baissier, en marché neutre, etc. De telle manière que lorsque vous appliquerez ce trade dans le futur, vous savez que on devrait normalement tendre sur le long terme au résultat théorique, par exemple 65% de succès. Voilà, c'était 6 minutes qu'il me semble important d'avoir dédié à ça. On va tout de suite passer à l'analyse du CAC 40. Et c'est encore 0,25% inscrit au compteur. On a une sorte d'inertie haussière qui nous pousse comme ça vers le nord. Combien de temps, on ne sait pas, mais il faut plutôt procéder par étapes. On a une zone de résistance ici qui entraîne des sorties. On a une autre résistance un petit peu plus haut et encore plus haut. Et à chaque fois, des traders haussiers allègent leur position, voire sortent de leur position pendant que des traders baissiers initient les leurs. Donc ça peut monter, c'est qu'une question d'équilibre. Et lorsque les baissiers seront plus forts que les haussiers, eh bien ça descendra et il faut attendre que le fruit soit mûr. Et c'est ce qui se passe actuellement, ça mûrit. Je ne suis pas en train de dire qu'on est à deux doigts de l'apocalypse baissière, mais par contre, il est clair qu'on est à deux doigts d'une correction. Cette correction peut être minimaliste. Regardez, il est toujours bon de mettre les Fibonacci pour avoir un coup d'avance. Donc, un retracement à minima sur les 23,6% nous amènerait à combler globalement le gap ici. Un retracement à 61,8% nous amènerait sur le support intermédiaire. Mais chacun de ce niveau de Fibonacci, soyons-en sûrs, sera l'objet d'entrée par des traders haussiers qui parient sur le fait que le pire est terminé et que à terme on devrait monter. D'ailleurs, et je le dis tout de suite parce que j'ai eu des réflexions par rapport à ça, le fait que j'ai initié une position baissière c'était hier, que je renforcerai par ailleurs, ne veut absolument pas dire que je pense que la hausse est terminée, je n'en sais rien, je dis simplement que voilà, je pense qu'il y a quelques points à gratter, j'espère que ce trade sera gagnant. Maintenant, ça ne laisse absolument pas augurer d'une baisse abyssale. Excusez la voix, je suis un peu malade en ce moment. Et on n'a pour l'instant, encore une fois, aucune raison de penser qu'on pourra dépasser cette zone de résistance. Les résistances sont quand même là plus souvent pour être respectées que pour être cassées, même si à terme, elles cassent. La bougie Aiki-Nashi du moment, eh bien, elle est toujours haussière. Ce n'est pas flamboyant, mais c'est haussière, c'est haussier, c'est vert, vous pouvez le voir, il y a une mèche hausse, une mèche basse, donc c'est pas aussi haussier que les bougies précédentes, mais c'est sûrement pas baissier. Et oui, encore un bloc celui-là, un break qui vient de se dessiner, vous le voyez, c'est très clair. Alors, celui-là, il est comme les précédents, il est assez petit, mais on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocs verts depuis que le premier bloc rouge a été dessiné. Donc, vous voyez, une fois de plus, et je suis désolé de me répéter, vous voyez pourquoi j'aime beaucoup le three line break pour ses capacités prédictives. On passe tout de suite aux éléments de moyenne mobile. Les moyennes mobiles nous donnent... je vous rappelle simplement, également, regardez, si on se met sur les données hebdomadaires, on a toujours une fourchette d'Andrews que j'ai mentionnée et dont l'objectif n'a pas été rallié. C'est-à-dire que si vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif, vous voyez, on a une médiane ici et c'est l'objectif de la progression en cours. Bon, après, je pense à titre personnel qu'on ne le ralliera pas et qu'on aura un refus de médiane, mais en tout cas, pour ceux qui croient que la médiane sera ralliée, on voit que l'objectif, il est encore bien prégnant. Donc, on revient sur les données journalières. Et comme vous pouvez le voir, attendez, je vais enlever parce qu'on ne comprend plus rien. Voilà, c'est fini. Et comme on peut le voir, la moyenne mobile à cette période, elle est toujours bien sûr ascendante et on est au-dessus. Donc la tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale est haussière également. La tendance de fond est haussière.
Et la tendance par contre de long terme donnée par la M200 est baissière, même si c'est en train de se jouer à peu de choses maintenant, tandis que la tendance de long terme donnée par un modèle mobile exponentielle, elle est haussière. Hein. Ce qui nous amène aux bandes de Bollinger qui sont dans une situation où la volatilité fait que les bandes de Bollinger se contractent. Maintenant, ça reste quand même globalement en situation de parallèle haussière, hein, puisque après une légère contraction, ça recommence à monter. Donc ça veut dire qu'au regard de ce critère, la tendance elle est haussière également. On a également le SAR qui n'a pas été cassé, même si ça a été frôlé. C'était sur la séance du 10 août, mais pour l'instant, encore une fois, pas d'alerte. Ça sera notre première alerte importante le jour où il cassera. Les bandes de Bollinger pour terminer, non pardon, les Ishimoku pour terminer, on voit que c'est toujours, on va dire, neutre. Alors, vous savez, il y a pas véritablement consensus. Enfin si, le consensus c'est que là on est théoriquement en tendance haussière puisque le nuage il montouille, on va dire, avec la lagging span qui est au-dessus. Donc voilà, la Vulgate dit que c'est haussier. À titre personnel, c'est pas haussier tant qu'on n'est pas sorti de l'objectif du twist. Et l'objectif du twist, c'est, je l'ai dit, je le répète, hein, c'est aller chercher les 6589. Oh, je suis en train de regarder là, ne l'a-t-on pas touché par hasard? Non, parce que j'ai tracé comme un cochon. Et voilà, non, il reste encore quelques chouillettes à prendre. Hein. Mais enfin bon, la tendance, c'est plusieurs choses. Il faut éviter d'être trop dogmatique parce qu'après on risque de faire des de tirer de fausses conclusions. À titre personnel, je pense qu'on est vraiment haussier quand la SSA et la SSB montent, là encore lorsque la lagging span est au-dessus du nuage, lorsque les cours sont au-dessus du nuage, et lorsque vous êtes sorti hein, du range que constitue le twist. Hein. Ça, j'ai déjà parlé. Donc pour l'instant, ça reste quand même pour moi, on va dire, neutre hein, pour l'Ishimoku. Et on va donc terminer avec les trades du jour, les trades du jour qui sont toujours les mêmes. Hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez notamment vous pouvez acheter. Le problème c'est que actuellement j'ai plus de backtest tout frais qui donnent des objectifs intéressants et puis surtout moi ce qui m'embête en vous incitant à acheter c'est qu'on va tomber très vite sur les résistances, donc je préfère vraiment qu'on attende un retracement ici ou là, donc il faut prendre son mal en patience avant d'acheter et viser une remontée. Par contre, pour les trades qui sont baissiers, je pense qu'on est vraiment bien pour construire une position. 7020, c'est mon stop de protection. J'ai pris une position, j'ai pris un demi-risque ici, je prendrai un demi-risque plus haut et un stop très large parce que je considère qu'il y a plein de stops de protection ici. Si les haussiers arrivent leur coup de poker à faire sauter, à aller chercher là, donc les stops de protection des baissiers qui vont se déclencher, on risque d'avoir un pic ici et je veux me mettre à l'abri en prenant un stop de protection très large. Voilà, on a fait le tour, les données horaires pour terminer et là encore une fois la matrice ne change pas, elle a bien fonctionné donc je ne vois pas pourquoi elle la changerait. On est toujours dans un schéma très classique, hein, à savoir un range ici. Une fois que donc on était là, on a buté sur le haut de ce range, on est revenu dans cette zone-là, c'était notre point d'achat pour la journée, on est en train de remonter, on devrait aller chercher les 5986. Ceux qui veulent acheter, eh bien attendre que l'on revienne dans cette zone-là ou dans cette zone-là, stop de protection au-dessous. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, se mettre sur ce niveau-là, stop de protection au-dessus. Maintenant, après on peut rendre les choses un petit peu plus sophistiquées, mais c'est globalement les zones d'intervention les plus classiques que l'on puisse trouver mise à jour hein, de tout ça sur le site. Voilà, c'en est terminé pour moi, c'est une excellente journée, j'espère que les précisions de début de vidéo vous ont apporté quelque chose d'intéressant et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.